18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler de privilégier les vivre ensemble au niveau du Haut-Katanga et aussi parler certainement des investisseurs en République démocratique du Congo. Avec Ben Carlos Yanda, qui sera de nôtre, on va parcourir l'actualité dans le Haut-Katanga. Et aussi processus électoral, c'est en 2023, décembre, ça sera avec Dédé Amouli. Et voilà, ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les préparatifs de la dernière session de la mandature, l'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires, le 9e jeu de la francophonie et les élections de décembre prochain sont parmi les sujets abordés par les présidents de deux chambres du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosonkodia. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé ce jeudi une vaste campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans 15 provinces du deuxième bloc, notamment le Bazuélé, Haut-Katanga, Olomami, Haut-Tuélé, Ituri, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Maniema, Nord Kivu, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika et Chopo. Cependant, 3 jours jusqu'au samedi 12 août. L'objectif est de vacciner l'ensemble de 23 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois afin de les protéger du poliovirus à travers le pays. Dans les restes du continent, les dirigeants de pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis jeudi à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux militaires qui ont pris les pouvoirs. Toutes les options restent sur la table, a déclaré le président du Nigeria et président de l'organisation ouest-africaine Bola Tinubu à l'issue de la rencontre. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, on va parler avec Ben Carlos Yanda. Tout de suite. Privilégier le vivre ensemble dans le Haut-Katanga, en dépit de ce qui se passe, il faut certainement tout faire pour que la paix, l'harmonie règne dans le Haut-Katanga. Ce qui fera, c'est que les investisseurs et d'autres opérateurs puissent venir
en République démocratique du Congo. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous M. Ben Carlos Yanda. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste Jean-David. Je crois que c'est un privilège pour moi d'être à ce plateau pour parler des choses vives qui vont réellement aider notre population à comprendre réellement ce que nous devons faire. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, comprendre ce que la population doit faire pour attirer certains partenaires étrangers. Mais allons au niveau du Haut-Katanga. Aujourd'hui, avec l'insécurité, avec ce qui se passe, vous ne voyez pas que même les climats des affaires, ça sera compliqué, difficile. Mais bien entendu, nous sommes en train de nous battre sur ça. D'ailleurs, en passant, je salue quand même la bravoure de son Excellence, le gouverneur Kiaboula, qui essaie tant soit peu de donner certaines solutions idoines, bien sûr. Mais vous savez, je suis de ceux-là qui sont en train de vouloir trouver des solutions sur l'insécurité, parce que, comme vous le savez, le climat d'affaires devient un peu difficile. Même le petit peuple, c'est le commerce de mortels, devient, la vie quotidienne devient un peu très délicate par rapport au kidnapping, à tout ce que vous êtes en train de voir. Alors, moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait quand même l'attention vive de la part du gouvernement central, parce que vous savez, le Haut-Katanga, c'est une province comme toutes les autres, et qu'on puisse vraiment tirer cette attention-là. Mais aussi, vous savez, il y a quelque chose qu'on doit dire ouvertement, parce qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est un problème aussi de tribalisme. Tribalisme. Mais bien sûr, nous avons réellement vu que beaucoup de gens qu'on mettait dans les sacs, c'était des gens je ne veux pas ici dire que je tire une sonnette d'alarme, parce qu'on a vu que c'était des gens qui sont proches du peuple kassaïen, et puis c'est qui n'est pas... Qui sont les tireurs des ficelles? Ce sont les politiques qui sont derrière afin de créer de l'instabilité au niveau du Haut-Katanga. Mais bien entendu, vous savez que les politiciens, la plupart des politiciens que je connais actuellement là, il y a ceux-là qui ne sont pas vraiment très... ils ne sont pas francs entre eux et tout ça. Ils jouent, mais bien sûr, ils ne sont pas francs. Ils se cachent derrière, c'est comme des loups dans la peau du mouton. C'est-à-dire que, ils vous disent réellement qu'ils sont avec le chef de l'État, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons dans cette province-là, on voit réellement que c'est un problème politique qui veut toutefois tirer l'attention du peuple, afin que le peuple haïsse le président de la République, parce que c'est tout ce que nous sommes en train de voir. Comment se fait-il qu'il peut y avoir une sécurité nocturne? J'ai été au Katanga, j'ai vécu, j'ai commencé par être là depuis mon bas âge, j'ai grandi au Katanga. Il n'y avait jamais eu des histoires comme ça. Mais aujourd'hui là, si vous voyez bien, c'est une histoire politique. C'est la même chose que si c'était passé dans les années 90. Avec les refoulements des Kassaïens. Mais c'est ça, c'est la vérité. Parce qu'il y a des politiciens qui sont en train de faire ces choses-là, envoyer des gens faire cette criminalité, de manière que la population voit que, oui, c'est qu'il a échoué. Alors, ce n'est pas ça. Et la plupart seraient aussi de l'Union sacrée. C'est pourquoi, moi, je vous dis, moi, je suis du parti Action commune pour la République, ACR, comme vous le savez, et nous ne prenons pas cette action de l'Union sacrée, parce que dans l'Union sacrée, il y a eu tout le monde. C'est devenu comme une bergerie, où même les loups sont entrés, comme on se le dit. Parce que l'Union sacrée, il y a beaucoup d'hypocrites. Ça, il faut dire clairement. Le chef de l'État doit savoir qu'il y a beaucoup d'hypocrites, parce qu'aujourd'hui, les gens se blanchissent. L'Union sacrée est devenue comme une blanchisserie de tous ceux-là qui ont nettement fait du mal à la population. Et quand ils viennent à l'Union sacrée, ils font semblant pour être à côté du chef de l'État, alors que c'est eux qui tirent de ficelle, de manière que la population tourne le dos au chef de l'État. Ce problème d'insécurité, j'ai toujours dit, c'est un problème politique, ce n'est pas un problème. Vous avez vu, quand les gens ont pris les choses en main, les choses ont essayé de changer. Je me rappelle que la fois passée, le ministre provincial Éric Moutari, en passant, avait aussi... Mais qui est remplacé. Il est remplacé. Il y a un autre aussi qui sera aussi de sa famille, non? Famille aussi Kyungu, qui a été nommé. C'est comme si ce ministère est réservé qu'au clan Kyungu.
Bon, je ne veux pas réellement entrer dans cette polémique, monsieur le journaliste. J'aimerais que les politiques fassent leur travail. Si ce ministère est réservé à ces gens-là, ils doivent faire leur travail. Comme j'ai vu Eric Mouta se battre, c'est lui qui est venu doit se battre pour l'insécurité. Qu'est-ce qu'Eric Mouta a fait? Il a fait quoi? Bon, mais vous dites qu'il est remplacé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont dites. Vous avez entendu tout ce qu'on a dit sur lui là, mais bon, moi je n'y crois même pas parce que je connais le gars. Mais mon problème c'est quoi? C'est que c'est lui qui doit être à la tête de la sécurité, c'est-à-dire à la tête du ministère de l'Intérieur provincial au Katanga, doit faire vraiment beaucoup plus attention au peuple. S'il veut réellement travailler pour le peuple katangais, pour le peuple congolais, pour le président de la République, il doit faire un effort pour cesser cette insécurité. Cette insécurité est provoquée, c'est un processus politique, ça je l'ai dit devant la télévision, c'est un politique. Depuis que Kaboul est là, il va terminer ce mandat incessamment, mais il y a une épine sur son pied, c'est l'insécurité. Est-ce que c'est Kaboula ou ce sont les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, qui n'arrivent pas, bon, les ministres de l'Intérieur provinciaux, qui n'arrivent pas à stabiliser la situation? Mais c'est pourquoi vous avez vu que son Excellence Kaboula est en train de changer tous les ministres provinciaux. Mais quand on n'arrive pas à faire son travail... Est-ce que ce n'est pas lui-même? Oui, parce qu'il a changé beaucoup de... Bon, écoutez, je n'ai pas trop d'entrée chez Kaboula, mais quand même, je connais le gars, je connais le monsieur, c'est quelqu'un qui est aussi très sérieux dans tout ce qu'il tente de faire. Et je ne pense pas qu'il pourrait trahir cette confiance que le président lui a donnée, parce que vous savez, il représente le président de la République dans la province. Et je crois que son souci, c'est le mien, de faire un effort de cesser toute cette situation des criminels passés par là, des gens dans les sacs, les choses qu'on n'avait jamais entendues. Je crois que c'est aussi son cheval de bataille. Mais bien sûr, j'ai vu il y a quelques jours, on a arrêté quelques malfrats qu'on l'a présentés. C'est pour dire qu'il se bat aussi. Je ne pense pas qu'il pourra trahir... Depuis qu'il est là, il y a plusieurs arrestations de ces présumés criminels, mais l'insécurité continue. Non, mais c'est pour dire qu'il faut son travail. Mais s'il y a des gens derrière ces gens, derrière cette criminalité, s'il y a des gens qui sont en train de tirer le ficelle de manière que la population se rebelle contre le chef de l'État et que lui aussi, il est peut-être victime de toutes ces choses. Mais il ne doit pas baisser les bras parce qu'il reste encore quelques mois pour les élections. On doit vraiment beaucoup travailler d'arrache-pied de manière que les élections se passent d'une façon vraiment apaisée. Parce qu'aujourd'hui, le peuple katangais, tel qu'il est, a besoin de la paix, a besoin de la sérénité et a besoin du calme, de manière qu'il vote bien le chef de l'État pour le deuxième mandat. Tout à l'heure, vous avez fustigé un comportement pas très bien au sein de l'Union Sacrée, ACR, vous êtes cadre des ACR, donc vous ne faites pas partie de l'Union Sacrée, vous? Bon, bien entendu, nous disons que nous sommes derrière le chef de l'État, nous soutenons... Pas dans l'Union Sacrée? Nous ne pouvons pas être dans un endroit où le peuple congolais est en train de veut nous hésiter si nous sommes avec le chef ou n'est pas avec le chef. Nous, ACR, nous soutenons le président Félix Tshisekedi et nous allons l'amener au deuxième mandat. Mais seulement qu'on ne veut pas être à côté de ceux-là qui ont abusé avec ce peuple, ceux-là qui ont fait n'importe quoi et après ils viennent se blanchir à l'Union Sacrée. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas manager ou bien faire camp avec ceux-là qui ont taillé le peuple. Aujourd'hui, nous voulons faire la politique autrement avec ACR. On s'est dit, nous devons être derrière le président de la République. C'est là que se disent Union Sacrée, ça dépend d'eux, on ne refuse pas. Mais nous, ACR, nous sommes derrière le président de la République. Nous soutenons toutes les actions de Fachi et nous voulons les lire à 100% de manière que le deuxième mandat soit un mandat très apaisé. Vous êtes aussi opérateur économique. Qu'est-ce que vous comptez certainement apporter pour améliorer les conditions sociales au niveau du Haut-Katanga? Parce qu'il y a certains, lorsqu'ils sont arrêtés, ils disent que c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'emploi. Et vous, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce que vous pensez pour améliorer tant soit peu de conditions sociales? Mais vous savez, Jean-David, je ne peux même pas beaucoup parler. Vous savez, au Katanga, nous avons plus de 10 sociétés que nous avons amenées au Katanga. 10 sociétés? Oui, mais en République de du Congo, nous avons 10 sociétés. J'ai amené plusieurs investisseurs. Vous avez vu que j'ai amené les Américains, j'ai convaincu les Anglais, j'ai convaincu quelques Européens. Les Sud-Africains sont venus. Aujourd'hui, nous travaillons
au Katanga, j'ai quelques blancs qui travaillent pour nous. C'est pour dire que nous sommes en train de faire un effort pour vouloir rassurer le peuple congolais. Et nous avons engagé, j'ai même dit la fois passée que nous avons recruté et nous avons fait un engagement d'emploi ou un recrutement impartial, c'est-à-dire sans compte tenu de tribus, sans compte tenu de race ni de quoi que ce soit. Et nous avons marché selon la loi qui régit l'emploi. Et c'est là aussi, comme vous le savez, j'ai été dernièrement, je crois c'est le samedi, dans ce que j'ai toujours appelé la visite de bienfaisance. J'ai visité quelques orphelinats avec ma fondation Beka Carlos Yanda, où nous avons donné tout le peu que nous avons. Vous savez, je suis de ceux-là qui suivent le chef de l'État. Le chef de l'État nous avait dit, personnellement, il m'a dit, écoutez, dès que vous avez quelque chose, n'oubliez pas vos frères qui sont démunis. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons des actions avec les orphelinats. Et puis, comme vous le savez, j'ai quelques orphelinats qui sont un Kasumbalé, c'est l'autre Ménal Bumbashi. Et là, ce sont les œuvres que nous avons besoin que les acteurs politiques puissent faire de manière à trouver des solutions et donner à la population. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui parlent beaucoup. Moi, je fais les actions sur le terrain, Jean-David. Vous avez vu, je vous amène déjà bientôt à Lubumbashi. D'ailleurs, si vous le voulez, vous allez voir que les actions parlent. Nous ne sommes pas là pour dire Fachi, mais sans rien faire. Nous devons faire un effort pour aider Fachi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes maintenant en train de vouloir être à la cellule de climat des bonnes affaires et des investissements pour que nous aidons les chefs de l'État. Parce que l'État a besoin des gens qui amènent réellement des investisseurs. Nous avons amené plusieurs investisseurs. J'ai convaincu les Américains qui ont investi ici plus de 10 millions de dollars. Qui sont venus ici. Mais bien sûr, vous avez les images qui vont parler. Il y a même les emplois. Mais les images vont parler, si vous voulez, prenez les images. Les Américains sont venus, je les ai amenés partout, à Kolwezi, Likasi, ils ont vu le potentiel d'investissement et ils ont investi. Alors qu'est-ce qui a fait que vous puissiez attirer tous ces investisseurs? Mais c'est pas, vous savez que la fois passée, c'est-à-dire le régime passé, nous a mis en beaucoup de difficultés. L'accès était vraiment difficile, le climat d'affaires était difficile. Moi, j'ai amené quelques blancs. Déjà à l'aéroport, il y avait déjà des rétrocommissions, des commissions par-ci par-là. Mais avec l'avènement de Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi nous a fait confiance et nous a vraiment donné la main de go-ahead. Et c'est comme ça que je suis parti convaincre les investisseurs. Je leur ai dit que derrière moi, il y a le président de la République. Et le président de la République vous soutiendra dès que vous venez. Et ils sont venus, ils ont trouvé que tout était calme. Ils étaient bien accueillis à l'aéroport. Ils sont arrivés partout, ils étaient vraiment très bien. Et ils ont compris que Félix Tshisekedi, c'est la solution du peuple congolais. C'est pour dire que je les ai convaincus, pas parce que je suis plus meilleur que tout le monde, mais c'est parce que j'ai le soutien du président de la République et je veux aussi apporter une pierre à l'édifice afin que mon pays puisse passer à l'émergence. Voilà, le Katanga tel qu'il est là, les jeunes, et vous parlez des entreprises, vous parlez des recrutements, mais à vous entendre, il y a même certains projets, pas seulement dans les Katanga, aussi dans d'autres provinces. Merci Jean-David, je suis content que tu me dises ça. J'ai déjà des gens qui viennent pour la cimenterie. D'ailleurs, c'est un projet qui sera financé à plus ou moins 80%. C'est que j'amène déjà une cimenterie à sud de Bangui. Il y a aussi certaines infrastructures que nous allons faire. Il y a le programme agricole que nous avons. Nous avons retenu quelques projets que l'ANAPI nous a donnés. Et j'amène un investissement de plus de 900 millions de dollars maintenant là dans plusieurs secteurs. Des chiffres là qui font... Mais notre pays est riche, vous le savez, votre pays est riche. Les chiffres que je parle là, c'est parce que vous ne connaissez pas. Nous avons un potentiel très riche dans ce pays qui ne demande même pas... 900 millions, c'est rien par rapport à ce pays. 900 millions, c'est peut-être un budget d'une petite direction générale. Mais ce pays est très riche. Je vous dis, c'est très riche. Si on doit le brader d'une façon... consciente sur tout ça, parce que beaucoup de gens bradent le pays d'une façon inconsciente et ils veulent empocher de leur poche. Mais nous bradons ce pays d'une façon consciente, afin qu'il y ait des entreprises qui seront ouvertes, qui vont travailler réellement avec l'État en PP, et aussi, deuxièmement, donner l'emploi et émerger le pays. Par exemple, la cimenterie, on va commencer d'abord par une entreprise publique-privée, ils vont investir, après 10 ans, ils récupèrent leur argent, et le Congo aura une cimenterie. C'est les gens qui viendront après nous, ils auront une cimenterie qui va leur permettre à commencer à construire à moindre coût, voilà. Comme vous le savez. Voilà, pour terminer, Jacques Yaboula qui est là, comment vous avez trouvé sa gouvernance à la tête du Haut-Katanga?
Mais écoutez, Jacques Kaboul, comme je l'ai dit là, je n'ai pas trop d'entrée chez lui, mais je sais que mon jeune frère Ewing parle bien avec lui. Mais j'ai aussi vu que c'est un homme qui est pragmatique. J'ai vu ses actions. D'ailleurs, courage. Est-ce qu'il vous facilite la tâche, lui? Moi, non. En tout cas, ce monsieur c'est un génie. Parce que il vous facilite la tâche? Oui, il m'a facilité la tâche. Il a vraiment il a vraiment du respect dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que j'admire chez Jacques Kaboul. Et chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, il ne nous a jamais fermé la porte. Même si on n'a pas trop d'entrée, mais je crois que c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Et puis, par-ci, par-là, j'ai même des gens qui viennent me dire de notes informations qui viennent chez lui. Bravo à Jacques Kaboul. Je demande de faire beaucoup de travail parce qu'on veut vraiment aussi que ce qu'il passe et que lui aussi peut-être soit reconduit comme gouverneur dans les prochains mandats. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ben Carlos Yanda, notable aussi opérateur économique. Merci, de Katanga. Merci. Tout de suite, autre chose. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. La presse nigériane, pays le plus important en taille économique de la CEDEAO, a baissé le ton. Depuis que le Sénat du Nigeria a fait ses objections au président Bola Tinubu en lui disant « Attention, si vous attaquez le Niger, vous allez déstabiliser davantage le Nigeria qu'il l'est déjà. » Et c'était hier, 5 août 2023. Le collectif des sénateurs du Nord, rassemblé autour du sénateur Souleymane Abdourahmane Kawa, s'est exprimé. Les 7 États du Nord du Nigeria, représentés par le caucus des sénateurs du Nord, ont averti le président Tinubu de ne jamais tenter une intervention militaire, parce que ce serait un acte suicidaire contre le Nigeria lui-même. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est intervenu dans la presse publique et internationale ce 6 août pour dire que l'Algérie est opposée à quelque intervention militaire que ce soit au Niger, parce que l'Algérie voit dans le projet d'une telle intervention un projet pour déstabiliser l'Algérie elle-même. L'Algérie voit très bien que on veut attaquer militairement le Niger parce qu'on veut avoir la main mise sur l'uranium du Niger, sur le pétrole du Niger, sur le gaz qui est en train d'être découvert au Niger. Le Mali a clairement compris que si on attaque le Niger, ce n'est qu'une étape pour l'attaquer lui aussi. Si on met en place une coalition pour bombarder le Niger, détruire le Niger, tuer les Nigériens, la même coalition va poursuivre son œuvre contre le Mali. Ils ont compris que si l'hypothèse d'une agression militaire de la CEDEAO contre le Niger marche, cela veut dire qu'il y aura une jurisprudence qui va s'appliquer au Burkina. La même armada montée de toutes pièces par la CEDEAO n'hésitera pas à continuer son œuvre pour imposer à la tête du Mali, du Burkina et plus tard de la Guinée des gouvernements vassaux de l'OTAN. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a bien compris que ce qui se cache derrière le projet d'attaquer le Niger, c'est le projet d'agresser systématiquement tout pays africain qui n'est pas dirigé par des vassaux de Paris, qui n'est pas dirigé par des vassaux de l'Union européenne, qui n'est pas dirigé par des vassaux de l'OTAN. Dédé Amouli, un confrère, un journaliste aussi, et aussi Maître Bernardin Ndanou. Bienvenue. Bienvenue, Kilo. Voilà, avec vous, on va parler du processus électoral en République démocratique. Permettez-moi de vous dire que vous êtes toujours chic, c'est votre défaut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Dédé Amouli, les élections. Aujourd'hui, on va s'attarder sur certaines provinces, comme Tchapa, Chopo, et d'autres provinces. Mais on parle déjà de dialogue. Il y a d'autres personnes qui veulent assez qu'il y ait dialogue parce que le processus électoral serait très mal entamé. Nous, il faut commencer par dialoguer
de mettre tout le monde autour d'une table, Fayoulou et les autres, pour entrevoir des bonnes élections? Je crois que, bon, je te remercie premièrement parce que tu as accepté qu'on soit de l'autre, tu nous as invités, vraiment ça nous va droit au cœur. Et si je dois répondre à ta question, je crois qu'on doit réfléchir. Ça, depuis 2006 que les élections ont débuté dans ces pays, il n'y a jamais eu des élections où l'opposition a donné l'accord à 100% de faire partir. Donc à chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours eu des suggestions venant d'eux, en disant qu'il y a un problème de fichier électoral, en disant qu'il y a quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire si on continue de la sorte, nous n'organiserons jamais des élections. En 2006, ça a été de la sorte. Il y a eu l'UDPS qui n'a pas voulu aller avec. En 2011, il y a eu ce qu'il y a eu. On a été avec l'UDPS en 2018 et puis aujourd'hui en 2023. Je crois que le chef de l'État avait décidé qu'il y ait des élections et que les élections aient lieu au mois de décembre. Ce qu'ils veulent négocier, ils veulent négocier qu'il y ait une table de négociation en fonction de quoi? Quelles sont les raisons? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la politique de notre pays, ça marche. Certes, il n'y a pas un pays où, à travers le monde où tu vas trouver qu'il y a du correct. Non, il y a toujours eu de quoi quelque part. Mais allons aux élections. On a fait le mandat de Tshisekedi de 5 ans. Fatou Béton veut est parmi les candidats et on aimerait qu'il y ait des élections en bonne et due forme. C'est lui qui prend, qui embarque avec le reste. On va en 2023 pour 5 ans encore. C'est lui qui ne veut pas. Où il trouve qu'il y a des couacs, il reste. Mais quand la population, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas revendiqué que les élections qui seront organisées au mois de décembre 2023, il n'y a pas de couacs, alors allons-y, parce que le chef à nous tous, c'est la population. Si la population trouve que ça ne vaut pas la peine qu'on aille aux élections, la population va réagir. La population va parler, la population va marcher. Du fait que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu une réaction populaire venant de la population pour dire que on ne peut pas aller aux élections parce qu'il y a des quicks et des couacs, allons-y. Ça, ce sont des gens qui, de fois, savent que ils ne peuvent comment se retrouver par rapport aux élections de décembre 2023. Et ils cherchent de voies et moyens à nous amener encore en 2 ans de transition. Et si on continue de la sorte, mon frère Jean-David, on risquera de ne pas avoir des élections sans passer par le troubadour de... Maître Bernardin, alors l'Église catholique et l'ECC veulent assez qu'il y ait un audit du fichier dit citoyen. L'Église catholique veut qu'elle soit, on peut dire, auditrice, hein, c'est-à-dire qu'elle puisse aussi mettre en évidence son expertise. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une occasion pour que Kadima puisse se rattraper et qu'il puisse aussi accéder à la demande de l'opposition? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content. C'est la première fois que je passe ici sur Télé 50. Okay, je suis très bien. Je vois les matos et tout, ça va. Alors vous savez, les élections, d'abord, il faut dire que c'est une question impérative constitutionnelle. Nous devons avoir les élections dans le délai que la Constitution a prévu. Je parle donc des 5 ans. Mais il s'avère que dans la gestion de la chose publique, l'on peut trouver, entre autres, beaucoup de difficultés. Alors, je reviens sur la volonté du chef de l'État de pouvoir organiser les élections dans le délai constitutionnel. Mais il s'avère que certains cas fortuits peuvent intervenir dans le temps que personne n'a voulu, qui peuvent mettre à mal les élections. Et vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où les élections doivent répondre à un certain critérium. L'inclusivité, la démocratie et beaucoup d'autres choses. Et sur ce genre de valeurs, toutes les composantes qui font partie de la course électorale doivent se mettre d'accord. La CENI, qui est comme l'arbitre, doit être acceptée par tous. Chose qui est déjà faite pour moi. Les problèmes de la CENI et tout, je crois, se dépassent. Mais lorsque l'opposition, qui est une des composantes pour aller aux élections, estime qu'il faut qu'il y ait l'audit du fichier, c'est une bonne chose. Déjà, l'opposition a été convoquée, si je ne me trompe pas, par le président de la CENI. Ils ont travaillé sur le plan technique, mais aussi, vous le savez, il n'y a aucune élection parfaite au monde. Si la CENCO et l'ECC, qui sont du reste des ONG, veulent avoir l'accréditation pour faire leurs observations pendant les élections, en tout cas, je crois que la CENI ne pourrait pas être... Alors, s'ils organisent les élections à temps, ça ne sera pas du forcing? Pas du forcing, c'est parce que tout a été chronométré.
la loi sur la répartition des sièges a été votée par l'Assemblée nationale à bonne et due forme. La loi électorale a subi la même chose et toutes les autres composantes comme le membre de la CENI et consorts. Alors si, par exemple, l'opposition pense qu'elle n'est pas encore prête pour aller aux élections, libre choix est. Vous savez, c'est leur droit, ils peuvent y renoncer. Et nous l'avons déjà vécu dans ce pays. Voilà. Alors, au niveau des Tchapa, alors, avec des thèmes beaucoup plus, qu'on soit beaucoup plus pragmatiques, il y a la population de ce coin qui demande à ce qu'on puisse invalider certaines candidatures de certaines personnalités parce qu'elles seraient condamnées par la loi et qu'il ne fallait pas que ces gens puissent compétir. Et là, je parle de Willy Bakonga. Bon, ce qui est évident, vous savez, dans ce monde, on ne touche que au fruit qui est mûr. Si Bakonga ne faisait pas le poids dans le coin, il n'y aurait pas dû avoir de... Il fait le poids là-bas? Évidemment, parce que c'est le maître. Au niveau des Tchapa. C'est le maître de l'autre côté. C'est l'espoir de tout un peuple. Ça fait combien de fois qu'il a été élu là? Pratiquement à tous ces 3 législatures. Bakonga a toujours été le champion du coin. Et ce qui fait que ceux qui naissent, ceux qui viennent dans la politique, ne comprennent pas quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour que Bakonga ne garde plus la couronne qu'il a dans sa tête concernant le coin. Ils veulent chercher le voisin moyen. Est-ce que Bakonga peut être dans de petites choses? Bakonga a été condamné, on sait le pourquoi, on sait le montant, on sait pourquoi il a été condamné. Ça n'a rien à voir pour qu'il ne soit pas éligible. Vous comprenez? Parce que nous connaissons la loi, nous le savons. Je donne un exemple terre à terre. Jekoko Mulumba, qui est le vice-gouverneur actuel de la ville de Kinshasa, il était en prison. Mais pas condamné. Non, il était en prison, pas condamné. Prison. Oui, mais il était en prison, mais est-ce qu'il a été condamné? Il était en prison et il a été candidat et il a été élu et à Funa et à Limité. Vous comprenez? Parce que les gens ne savent pas lire la loi et savoir quelle est la personne qui est condamnée et quelles sont les lois qui défendent à ce que ceux qui sont condamnés ne puissent pas faire partie. Est-ce qu'il a été acquitté lui-même? Qui c'est? Lui. Bakonga. Est-ce que nous savons tous qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Oui, mais cette grâce présidentielle, ça n'efface pas les incriminations. Mais sa condamnation n'est pas liée à toutes ces conditions qui font à ce qu'il ne soit pas éligible. Voilà. Maître Bernardin Dano, Willy Bakonga, qui est là aujourd'hui, beaucoup de gens veulent assez que la loi soit appliquée parce qu'il a été condamné. Et lorsqu'il a été condamné, il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle n'efface pas les incriminations. Bien, merci. Vous le savez, ici, il est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les Congolais. Vous savez, nous devons lire la loi. Nous devons voir cette culture de la lecture. Soit l'on connaît, l'on parle, soit l'on ne connaît pas, l'on cite. La loi électorale actuelle, c'est la loi en vigueur. Je ne pense pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de s'acharner sur cette question de l'excellence Willy Bakonga, que je salue après ça. Vous savez, la loi, à son article 10, la loi électorale actuelle, en son article 10, donne la nomenclature de personnes qui ne peuvent pas être éligibles, qui sont d'abord condamnées par une décision irrévocable. On cite la corruption, on cite les détournements, on cite le viol, on cite la banqueroute et on cite les faux et usage des faux. 5 infractions que la loi a reconnues. Et il faut que ces décisions aient la force des choses jugées. Ça veut dire que ça soit irrévocable. Autrement dit, que cette décision ne puisse pas avoir la possibilité d'être interjectée par une des voies de recours. Alors, ce que nous savons, c'est que l'excellence Willy Bakonga a été condamné pour blanchiment des capitaux. Parmi les infractions citées, les personnes citées pour les infractions que je viens de vous les citer, à l'article 10 de la loi électorale, avez-vous entendu là où on a dit le blanchiment des capitaux? Soit l'on est en train de spéculer, soit l'on connaît, soit l'on ne connaît pas. Au fait, moi je pense que c'est un débat de bas niveau, où on ne peut pas revenir sur ça. C'est parce que la loi électorale est à la portée de tout le monde.
Tout le monde peut la lire et la comprendre. Est-ce que vous ne voyez pas que, surtout ceux qui sont en train d'attiser ces feux, ce sont ces collaborateurs des l'Union sacrée, hein, excusez le terme, des collaborateurs des l'Union sacrée qui veulent à tout prix l'écarter pour qu'il y ait peut-être d'autres personnes à la place? Ben vous le savez, comme on dit... Il est dans l'Union sacrée. Hein, aujourd'hui, ouais, justement. Le FCC n'est pas partie prenante aux élections. Comme vous le savez, on dit en politique, toutes les armes sont permises. Vous savez, Willy Bakonga, c'est un leader. On ne doit pas se le cacher. Il a démontré sa prouesse dans sa gestion au niveau de l'EPST. Il a fait beaucoup de choses que l'on ne peut pas citer ici. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques-uns. Et cette faisabilité-là qu'il a eue et la confiance qu'il a au chef de l'État, ça a créé une sorte de jalousie. Ça a créé une haine. Par cession de l'Union sacrée et ce frère de la Chouapa. Cette guerre-là a été montée par des personnes bien identifiées et les personnes originaires de la Chouapa, la même province que Willy Bakonga. Et cette façon-là de faire les choses contre un des siens ne permet pas des choses d'avancer. C'est parce que lorsque vous voulez aller aux élections, ben, tout le monde est libre. Tout le monde jouit de ses droits civils et politiques. Aller aux élections, c'est au peuple de la Chouapa de pouvoir porter son dévolu sur qui il le veut. Est-ce qu'il se prépare? Parce que déjà, lorsque toutes ces rumeurs commencent déjà à se faire entendre au sein de la population, il doit être fort parce que la justice aussi sera mise en danse par rapport à ça. Mais au fait, la justice va faire quoi? C'est parce que tout oui, est clair. Mais lorsque vous savez, ils vont brandir cet aspect des choses, qu'il a été condamné. Non, mais ce n'est pas un aspect clair. Je crois que... S'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas que le fait d'être condamné, vous êtes inéligible. Le problème, il y a une nomenclature de certaines condamnations. Ce n'est pas toutes les condamnations. L'ami ici vous a dit, par exemple, Gekoko était en prison. Je ne sais pas s'il a été condamné ou pas, je me réserve de pouvoir en dire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toute condamnation. Et même lorsque vous me parlez de la grâce présidentielle, on sait que la grâce présidentielle vient donner seulement à la personne la liberté. Oui. Ce n'est pas une amnistie qui vient laver karma le casier judiciaire. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il est éligible. Il est éligible. Et là où, vous savez, Willy Bakonga a été vilipendé par beaucoup de gens. Vous voyez sur les réseaux sociaux, vous êtes un grand journaliste d'investigation. Et comment est-ce que les gens lui incitent, lui manquent du respect, il est cela. Des grâces. C'est quelqu'un qui ne s'agite pas. Je le connais personnellement. C'est quelqu'un qui est imperturbable. Il est silencieux, il travaille. Tout ce qu'il sait faire, c'est donner la majorité des voix au chef de l'État dans des élections qui viennent. C'est ça qui lui préoccupe. Voilà, Monsieur Dédé Moulé, oui. Maître Bernardin a parlé, il dit que beaucoup de gens sont en train de vilipender Willy Bakonga. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est par rapport peut-être à ses choix politiques aujourd'hui qu'il est vilipendé, qu'il est critiqué par plusieurs? Je crois que quand vous parlez du choix politique, c'est parce qu'aujourd'hui, il veut donner. Non, parce qu'il a été à Lyon, il a été au FCC. Il a été plusieurs fois reçu ici. On l'a vu, comme il a dit, donc s'il n'y a pas Kabila, il quitterait la politique. Et aujourd'hui, Kabila est parti. Jean-David, Jean-David, à chaque fois que je passe ici, je vous dis, et je ne cesserai de répéter, qu'avoir l'idéologie politique ne veut pas dire de ne pas servir son pays. Parce que le ministre de la Communication, c'est un lumbiste, à ce que je sache. N'est-ce pas, qui travaille avec le Tshisekediste. Le ministre de la Communication, c'est un lumbiste. Oui, mais lui, parce que lui n'a pas fait il n'a pas fait de sortie. C'est ce que je vous dis. L'idéologie politique peut être acceptée par tout le monde. Bakonga vous a fait une déclaration à haute voix qu'il reste et il est kabiliste. Comme idéologie politique, qui est en lui? Il y a de ces Tshisekedistes Étienne qui ne veulent pas travailler avec Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'ils ont leur idéologie, ils comprennent que le fils et eux ne marchent pas ensemble. Mais Kabila, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, avant de quitter le pouvoir, il a demandé à ses siens de travailler avec qui et de soutenir qui? Félix Antoine Tshisekedi. N'est-ce pas? Ça n'enlève pas en eux l'idéologie kabiliste. On va passer à un débat révolu. David, Jean-David, je dirais une chose. Ces pays
moi personnellement, je respecte énormément Willy Bakonga. Le chef d'État a eu une vision de la gratuité de l'enseignement. Nous le savons tous, n'est-ce pas? On devait avoir une personne qui devait le mettre en œuvre. Avec tout ce qu'il y a eu comme contrainte. Mais on voit Tony Mwaba qui est en train de perpétuer aussi cette vision. Évidemment, parce qu'il y a eu déjà un lit dressé, comment dirais-je, arrangé et tout qu'on sort. Il est venu. Mais la personne qu'on lui a donné ce travail de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, plus de, je ne sais pas de combien de millions de parents sont heureux d'économiser tout ce qu'ils dépensaient comme frais de parents et consorts. Juste 2 ou 3 exemples que je vais vous donner. L'enseignant avait 120 000 francs à Kinshasa. L'enseignant avait 100 000 francs à l'intérieur. Willy Bakonga s'est battu ensemble avec le chef de l'État, Fachi Beton, qui lui donnait confiance, qui croyait en lui, qui jusqu'à preuve du contraire comprend que c'est un expert dans ces secteurs de l'éducation. Il a ramené l'enseignant. Willy Bakonga a laissé l'enseignant à 360 000 francs congolais, plus de 240 000 francs congolais de rajout. À l'intérieur de 100 000 à 300 000 francs. Vous comprenez? Donc tout ce qui spécule, on doit reconnaître la volonté politique, les efforts que Willy Bakonga a pu mettre en œuvre pour aujourd'hui que l'excellence Tony Mwaba hérite quelque chose de bon. Il y a la paix avec l'Église catholique. Avec tant d'écoles, quels sont, n'oublions pas tout ce qu'il y a eu comme tiraillement pour que l'Église catholique embarque dans le navire de la gratuité de l'enseignement, pour que d'autres écoles embarquent. C'était difficile, nous le savons tous, mais les efforts de sacrifice qu'a fait Bakonga, on ne va pas les nier aujourd'hui. Donc il est loin de tout ça. Il est loin de spéculation, il est loin de tous ces détracteurs. Il est là, il continue à faire un travail pour maximiser la majorité au chef de l'État, Fachi Beton, en 2023, pour être réélu et que lui ait la paix parce qu'il a cru à l'idéologie. Voilà, Maître Benada, vous voulez rebondir par rapport à ma question posée? Oui, alors, vous avez dit qu'une fois, oui, Willy Bakonga oui, je suis kabiliste. En dehors de Kabila, je quitterai la politique, je vais faire autre chose. Mais aujourd'hui, il est là. Fachi Beton, Alors, vous savez, c'est que l'excellence Willy Bakonga dit, sûrement il a dit. Et il l'a dit dans un contexte donné. Il ne faut pas que l'on fasse l'amalgame. Et vous savez, Willy Bakonga, c'est quelqu'un qui a une vision nationale. Il a accepté de servir le peuple. Il n'a pas accepté de servir un régime. Il a commencé la politique avant que le président Kabila ne soit président. La question, c'était que la vision qu'il avait pour les Congos, il en a trouvé chez le président Kabila dans ce temps. Et je vous rappelle ici que c'est le président Kabila qui a envoyé son nom au président Tshisekedi pour qu'il soit nommé ministre de l'EPST. Et à un moment donné, le président Kabila a dit à ses cohortes de soutenir et de respecter, de suivre la vision du chef de l'État. Lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, avec la rupture entre FCC-CACH, le chef de l'État, comme garant de la nation, a ouvert sa main pour dire, écoutez, on doit ouvrir une branche, la nouvelle, qui est l'union sacrée de la nation. Que ceux qui veulent arriver pour aider avec moi le pays, que l'on fasse ensemble. Et lui, comme nationaliste, lui, comme celui qui se veut l'amélioration et le développement du peuple congolais, lui qui est l'artisan d'un Congo nouveau, est-ce que devrait-il rester fidèle à une personne ou venir servir le pays? Il a accepté seulement de servir le pays. Et cela ne lui a pas mis dans une confrontation directe avec l'ex-président Kabila. Qu'il garde des bonnes relations, qu'il le respecte tellement et qu'il a de l'admiration envers le président Kabila. C'est question de l'opportunité du peuple. Qui doit faire quoi pour le peuple? Il a accepté volontiers d'aller aider le peuple dans l'union sacrée. C'est ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'il n'y a pas un problème là-dessus. C'est question d'une conviction politique personnelle. Parce que les hommes passent,
les institutions restent. Il n'est pas lié au président Kabila. Le président Kabila, il n'est plus président. Il est humain. Comme là, il ne fait plus de la politique, il est à l'aise, il fait ses chants. On ne souhaite pas qu'il ne parte si tôt, mais il peut aujourd'hui nous laisser sur la terre des hommes. Alors Willy Bakongasu resterait. Il n'allait pas faire la politique parce que Kabila n'existe plus. Il va continuer parce qu'il a une vision nationale pour ses concitoyens. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Dédamouli, votre dernier mot, Willy Bakonga. Bon, je vais demander. Je demanderai à la population, et précisément de la Tchouapa, la population de tout le reste de province, que avoir Bakonga, c'est une grâce pour nous. Bakonga est là pour le peuple. Bakonga se donne corps et âme pour la réussite du chef de l'État, pour un lendemain meilleur du Congolais. Nous savons tous la vision actuelle du chef de l'État. Nous savons tous l'intérêt que le chef de l'État, qui met l'homme au centre de tout ce qu'il y a comme investissement, et Bakonga qui accompagne sa vision ne peut rester loin de la vision du chef de l'État. Il accompagne le chef de l'État et Bakonga et ses siens accordera l'autre mandat, donc un nouveau mandat pour le chef de l'État en 2023. Donc donnons confiance à cet homme qui aujourd'hui a permis à beaucoup de parents de scolariser plus d'1 million d'enfants qui n'avaient pas le droit, qui n'avaient pas deux fois le moyen de revenir à l'école. Voilà, maître, on termine avec vous. Voilà, ce que je dirais, c'est un appel que je lance à surtout le jeune de se faire beaucoup cultiver parce que le Congo nous appartient. Beaucoup qui sont là partiront, c'est nous qui avons le destin du pays en main. Et que les gens laissent certaines détractations entre nous. Nous sommes dans un État démocratique et tout le monde jouit de ses droits politiques et civils, que l'on parte aux élections et que chaque peuple qui se trouve dans chaque circonscription puisse trancher par la voie des élections. Voilà, que chaque peuple puisse trancher par la voie des élections. Voilà, tel a été votre dernier mot de ce soir. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Arlette Boutella. Il sera 20h à Lucha, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.